On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et ancien conseiller municipal de Saint-Edmond-Saint-Lucien, Stéphane Legrand, qui est déçu par la décision du nouveau maire Fecteau pour laisser tomber le projet de complexe jeunesse sur lequel il avait travaillé dans l'époque de l'ancien conseil du maire Delbecq. Et ça faisait partie des engagements de l'équipe Vision Legrand, mais il n'a pas été élu. C'est un choix politique et le maire Fecteau a d'autres priorités. Bref, on va revenir un peu sur ce dossier de complexe jeunesse. Mais d'abord, parlons de gastronomie. C'est un événement qui va se tenir les 23 et 24 mai à la ferme Guyon à Chambly, à l'intersection de la 10 et de la 35. Et tout ça dans le cadre de la campagne La Montérégie, le garde-manger du Québec. La Montérégie, le garde-manger du Québec. Il y a aussi un événement dont on va vous parler les 23 et 24 mai prochains à la ferme Guyon du côté de Chambly. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Pascal Beauregard, bonsoir. Bonsoir. De même que Catherine Ladouceur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Question toute simple, je ne sais pas qui veut répondre en premier. C'est quoi ça, la Montérégie, le garde-manger du Québec? Qu'est-ce que ça va être moi qui vais répondre en premier. Dans le fond, la Montérégie, c'est la campagne promotionnelle pour toutes les entreprises bioalimentaires de la Montérégie. On pense à la Montérégie Est et Ouest. Pourquoi le garde-manger? Tout ça, dans le fond, nous, notre organisme Expansion PME, c'est une table agroalimentaire, comme d'autres à travers le Québec. Il y en a 18 en tout. Puis, on a chacun un but ultime. Dans le fond, chaque table a un des objectifs et tout ça. Nous, notre but, c'est de mettre en valeur les entreprises de la Montérégie. Puis, on a choisi le garde-manger du Québec parce que c'était justement un thème rassembleur. Puis, c'était surtout une identité régionale qu'on voulait donner à la Montérégie. Elle a souvent été nommée Grenier du Québec, Potager du Québec et tout ça. Puis, nous, on s'est lancé il y a un an, dans le fond, avec le thème La Montérégie, le garde-manger du Québec. Et ça émane d'où? C'est venu d'où? L'idée, bien, dans le fond, évidemment, on a été mandaté comme organisme à but non lucratif, comme table agroalimentaire, de faire une campagne de promotion pour les entreprises. Vous savez, quand on est dans le bioalimentaire, dans l'agriculture, c'est pas toujours facile de faire sa propre promotion. On travaille beaucoup pour peu. Vous le savez, vous connaissez très bien ça aussi. Donc, c'est sûr que nous, on aide plus de 175 entreprises actuellement à faire leur promotion avec un site Internet, mais également avec d'autres plateformes qui gravitent autour du garde-manger. Donc, ça les aide beaucoup à se promouvoir dans le fond. Bon, si on dit 175, évidemment, je ne vous demanderai pas de tous les nommer, mais juste pour qu'on ait un peu des exemples en tête, ça peut ressembler à quoi les gens avec qui là, vous travaillez? On a 4 types d'entreprises. On a des producteurs transformateurs. Ici, on pense à de l'autocueillette, les vergers, les fraises et tout ça. On a aussi des restaurateurs. Donc, vous aviez dans le fond le comptoir à vin et tout ça. C'est ce type de restaurateurs-là, surtout des locavores qui mettent de l'avant des produits. On a aussi des aubergistes, les marchés publics, tout ça, toutes les entreprises qui mettent de l'avant, dans le fond, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, bien, peuvent faire partie du garde-manger. Voulez-vous des noms en tant que tels? Oui, bien, Fromagerie au Gré des Champs, Brasseurs du Monde, il y avait le comptoir, Domaine Pinacle, les Vergers de la Colline, la chocolaterie du Vieux-Belleuil et plusieurs et on en a autres. Tellement qu'ils vont tous être jaloux qu'on les a nommés. Donc, c'est 175 entreprises agroalimentaires en Montérégie, donc plusieurs, j'imagine, dans le territoire que nous, on dessert ici, au Richelieu et Rouville. Oui. Bon, ça, c'est pour la Montérégie, le garde-manger du Québec, exactement, chapeauté par l'organisation que vous avez dit tantôt. Avez-vous des liens avec Tourisme Montérégie, qui parfois aussi joue des rôles un peu connexes? Oui, on a beaucoup de liens. Dans le fond, on lance un petit peu notre partenariat très bientôt. Puis il y a une grande collaboration, mais depuis le début, on est en lien direct avec Tourisme Montérégie. On a le MAPAC qui est plus. MAPAC est créé, c'est très au niveau financier, tandis que collaboration avec les acteurs de terrain, dans le fond, les CLD, puis Tourisme Montérégie nous aide beaucoup au niveau de la promotion, concertation et tout ça. Bon. Là, maintenant, vous avez Gastronomix en Montérégie. Ça, c'est le nom de l'événement? Oui, c'est comme Pascal disait, le cœur du projet, c'est vraiment la plateforme web, donc notre site Internet gardemangerduquebec.ca. Mais on a aussi, nous, en fait, on souhaite faire connaître les producteurs de façon différente. Donc, on scrute beaucoup les réseaux sociaux. Puis, on a découvert une chef émergente de Québec, qui est Héloïse Leclerc, qui a amené un concept qui se fait surtout aux États-Unis, c'est les pop-up restaurants ou les restaurants underground. Donc, c'est vraiment pour l'instant d'un soir, un chef débarque dans un lieu qui est non destiné à la restauration, ouvre les tables, cuisine, après ça, sert les gens, ramasse tout ça et s'en va. Donc, nous, Héloïse a fait ça à Québec, a fait 2 Restobulles il y a à peu près un an de ça. Restobule, ça, c'est la traduction de... Tout à fait. Pop-up. La traduction libre d'Héloïse Leclerc, mais oui. Puis, dans le fond, nous, on a décidé de l'inviter. On a dit, tiens, on aime beaucoup le concept qu'Héloïse a su créer. On a dit, viens en Montérégie, on veut que tu cuisines avec les produits de nos producteurs, des membres complices. Donc, de là est venu le partenariat, puis on travaille là-dessus depuis janvier.
Bon, l'événement se tient le vendredi, samedi, 23 et 24 mai à la ferme Guyon, là, à l'intersection de la 10 et de la 35. Oui. À ne pas confondre avec l'autre côté de la 10 et de la 35. Très accessible Mais par c'est les ça, autoroutes. très accessible. Mais c'est un bâtiment, bon, les gens voient ça là, depuis quelques années. Bon, ils ont remporté des prix. Oui. Donc, vous allez être installé à l'intérieur de la ferme Guyon? Oui, en fait, le lieu reste secret. On sait que la ferme Guyon, c'est un très grand domaine, donc il y a plusieurs espaces. Puis on garde vraiment secret jusqu'à la dernière minute l'emplacement exact. Donc, ça fait partie aussi du concept qu'Héloïse a su créer. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas le menu, ça va être lequel. On sait qu'on va cuisiner des produits de la Montérégie, puis on ne sait pas non plus l'emplacement exact. Donc, ça reste un événement mystérieux. C'est quelque chose d'assez unique. C'est une expérience en soi. Puis, dans le fond, gastronomique sans Montérégie, ça vient de... On peut penser aux BD d'Astérix et Obélix, donc tout ce qui est la culture gauloise, tout ça. On sait, on sait que Obélix est un grand gourmand, puis que les albums font souvent référence à la gastronomie, bien, la gastronomie, plutôt la nourriture, c'est un thème récurrent des albums. Donc, Héloïse s'est vraiment inspiré de tout ça. Donc, il va y avoir certainement des références aux BD d'Astérix et Obélix. Bon, et combien de personnes peuvent participer là? Parce que c'est quoi, c'est deux soirées, donc Oui. c'est deux services, bien, Oui. pas deux services, mais je veux dire, c'est... Dans le fond, c'est le vendredi soir et le samedi soir. C'est pour un total de 70 convives, donc 35 par soir. 35 par soir. Oui, c'est la première fois qu'Héloïse le fait sur 2 soirs. Habituellement, ça reste un événement pour 25 convives, donc quelque chose de très intime. Nous, on a donné un petit défi à Héloïse. On lui a dit, écoute, on t'invite en Montérégie, il faut que ce soit quelque chose de grand, de plus colossal. Donc, c'est sur 2 soirs, donc pour convaincre plus de gens d'y participer. Et comment les gens peuvent-ils s'inscrire? Ça coûte combien? En fait, c'est 159 $ pour un repas 6 services en accord mets et alcool. Donc, on parle ici de vin, de cidre et de bière aussi. Il y a Brasseur du Monde qui est le brasseur officiel qui va être là. Donc, 159 $, taxes et services inclus. Puis, vous pouvez vous rendre sur le bullemontérégie.info pour vous procurer les billets. Puis, il faut aussi noter que c'est vraiment une expérience en soi, là. Les gens vont être amenés à se sentir dans un vrai village gaulois. On sait que la ferme Guyon, les lieux sont très propices à ça. Donc, on va vraiment se concentrer sur un événement théâtral. Il va y avoir beaucoup d'animations. On peut penser aussi à du sanglier fumant, reluisant, de la potion magique. Donc, tout ce qui se rapporte au BD. Bon, 35 personnes par soir, 70 au total, ça peut quand même se remplir assez rapidement. Tout à fait. On a déjà quelques billets de vendus. Il en reste très peu pour les gens qui veulent se le procurer. Puis, c'est ça, c'est vraiment une expérience en soi, là. Puis, il faut noter aussi que le menu ne reviendra jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est l'instant d'un soir, vous pouvez y être ou vous pouvez ne pas y être. Donc, c'est la à bulle ne ne pas reviendra rentrer. jamais, là. Non. Ce menu-là ne sera jamais reproduit, peu importe Montréal, C'est un pop-up, Québec. là. Ça arrive C'est un une pop-up, fois, tout à fait. c'est terminé ensuite. Oui, tout à fait. Je reviens au concept du garde-manger et de la Montérégie en soi, parce que, bon, on le sait, en Montérégie, il y a plusieurs intervenants socio-économiques, socio-touristiques, dont, évidemment, tout ce qui est bio, alimentaire, etc., etc. Et puis, parfois, chacun fait de son côté des petites promotions, mais souvent, c'est des entreprises qui ont 1, 2, 3, 4 employés. Puis, bon, parfois, la mise en commun vient nous aider. En même temps, on sait, la Montérégie, c'est pas une région touristique où les gens viennent passer 5 nuits en file, là. Je veux dire, c'est pas comme aller dans Charlevoix ou aller dans des trucs comme ça. Donc, souvent, ici, quand on réussit à avoir une nuitée, c'est beau, mais c'est souvent du tourisme de déplacement à courte échelle, parce qu'il y a le bassin de Montréal, de la Rive-Nord. Il y a à peu près 3,5 millions de personnes qui habitent dans le Grand Montréal. Donc, ça permet d'amener des gens chez les intervenants touristiques, notamment dans le bioalimentaire. Le projet va vous amener où? Quelles sont les visées à long terme du garde-manger? Bien évidemment, puisqu'on représente 175 entreprises, c'est important de le dire, on a amélioré notre plateforme initiale. L'année passée, le 15 mai dernier, on a lancé une première plateforme qui était à notre goût à ce moment-là. Par contre, avec tout ce qui se passe dans le web, toutes les améliorations qu'on retrouve, on a décidé de refaire complètement notre site Internet, puis d'améliorer l'ergonomie, puis d'améliorer surtout la navigation, mais une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le parcours. Le parcours permet justement de trouver différentes entreprises, de les ajouter à notre parcours, de se faire une virée en Montérégie, dans le fond. C'est un peu comme la route, bon, il y a la route des vins, ou la route des cidres. Des cidres, oui, avec Tourisme Montérégie. Bon, ça c'est bien. Mais parfois, c'est pas un reproche que je fais nécessairement aux restaurateurs, mais parfois, nous, comme clients,
souvent, on est à la dernière minute, puis on se dit, bon, où c'est qu'on va manger ce soir? Puis là, bien évidemment, tu y vas souvent à proximité, puis à un moment donné, tu fais le tour, puis à un certain moment, tu as le goût de découvrir d'autres choses, mais tu ne veux pas partir à l'aveuglette non plus. C'est ce que le garde-manger propose aussi, parce que le site est responsive, comme on dit, fait que tu peux aller sur ton cellulaire, chercher à proximité de ton point initial où tu es rendu, tu vois à proximité des restaurateurs, des entreprises, des activités, des événements. Tu trouves vraiment tout à travers le garde-manger-du-québec.ca. Donc, ça vise une clientèle qui veut... Excursionniste, mais aussi... Qui veut faire de l'excursion, qui veut découvrir, familiale. Surtout, notre clientèle de base, c'est les Montérégiens tout court. T'sais, on veut vraiment travailler à ce que ceux qui habitent en Montérégie consomment en Montérégie puis fassent de l'activité en Montérégie. Puis ensuite, évidemment, mais s'il y a des gens de Montréal, Québec, Trois-Rivières, peu importe, qui veulent se rendre en Montérégie, mais à la base, vous vous adressez à la clientèle montérégienne. Oui, vraiment locale, régionale. Ça, c'est notre core business, comme ils disent en anglais. Bon. Et là, l'événement comme celui qui va se passer le 23-24 mai à la ferme Guyon, est-ce que vous prévoyez aussi faire d'autres types d'activités? Bien, nous, on est toujours ouverts. En fait, nous, on veut vraiment faire découvrir la Montérégie d'une autre façon, sous un nouvel angle. Donc, on est toujours intéressé à des projets qui sortent de l'ordinaire, comme le Resto Bulle. Mais évidemment, on va parcourir les événements aussi cet été avec notre brigade mobile qui se promène puis on réserve des petites surprises aussi pour l'été. C'est sur les planches de travail, mais on va avoir des gens qui vont se promener puis qui vont faire découvrir le garde-manger du Québec aussi sur tout le territoire, en fait. Donc, 23-24 mai, vendredi, samedi, ferme Guyon du côté de Chambly, intersection de la 10 et de la 30. Donc, Gastronomix, le premier resto bulle dans la grande région de Montréal. Donc, un événement unique en soi. Donc, 35 places le vendredi, 35 places pour le samedi. Et pour s'inscrire, donc on disait tantôt sur bullemontérégie.info. Oui, tout à fait. 159 bon, pour le tout. Oui, taxes et services inclus. Et sinon, entre-temps, gardemanger.ca. Garde-manger-du-Québec.ca. Garde-manger-du-Québec.ca. Ça, c'est le site, la plateforme que vous opérez qui permet, dans le fond, à la clientèle montérégienne de découvrir des lieux pour parcourir. Là. Exactement. Pour bien vous inviter, pour vous préparer à notre Resto Bulle, on incite les gens qui achètent les billets à apporter un accessoire gaulois qui rappelle un peu la thématique d'Astérix et Obélix. Puis on a quelque chose pour vous qui va déjà vous mettre dans l'ambiance et dans toute la thématique. Donc, c'est une petite barbe gauloise. Oui, c'est la barbe, donc c'est en plein dans la thématique d'Astérix. Je sens que mon réalisateur va garder ça en banque. J'espère. Au prochain party de Noël, ça va ressortir. J'ai eu peur que tu me sortes un menhir. C'est un petit peu gros. C'est un peu gros. On a fait quelque chose de plus ludique avec une barbe. On voulait le casque avec des cornes, là, mais on a trouvé que la barbe vous faisait bien. Donc, c'est vraiment une expérience globale. C'est pour ça qu'on invite un peu les gens à avoir des accessoires puis tout ça. Parce que c'est pas un simple repas, ça va au-delà de ça. Bien, à vous deux, merci infiniment. Puis on invite les gens, bien sûr, à consulter les différents sites web pour obtenir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, dans cette émission, on vous parle du complexe jeunesse. Il en avait fait un engagement électoral à l'occasion de la course à la mairie l'automne dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Décision est tombée. Évidemment, on s'en doutait un peu. Le nouveau maire, le maire Fecteau, évidemment, n'était pas très, très propice à ce projet de complexe jeunesse. Il est avec nous, Stéphane Legrand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. C'était un peu écrit dans le ciel, parce que même durant la campagne électorale, quand on abordait le sujet avec Michel Fecteau, M. Fecteau, je pense, trouvait ça relativement coûteux. Trouvait que la Ville n'était pas prête à s'en aller dans ce projet de complexe jeunesse, alors que du côté de l'équipe Vision Legrand, c'était tout le contraire. Donc, c'était vraiment un des chevals de bataille de cette campagne électorale. Oui, puis bien, de toute façon, c'est un projet qui aurait dû voir le jour avant la campagne électorale. On parle du complexe jeunesse depuis 2002. Donc, c'est un projet depuis 10 ans que le milieu a été consulté. Ça a commencé avec la planification stratégique en 2002, où il y a une centaine de jeunes qui sont venus à l'Hôtel de Ville pour dire qu'à Saint-Jean, une ville de 92 000 personnes, il n'y avait pas d'endroit pour les jeunes. C'est de là qu'il y a eu une préoccupation, qu'il y a eu beaucoup de concertation aussi avec les acteurs du milieu pour ce qui a mené au complexe jeunesse, qui aurait dû voir le jour là, dans
dans les derniers mois, mais malheureusement, là, on a vu la décision du conseil municipal là, qui n'ira pas de l'avant avec le projet. Est-ce que vous êtes surpris? Pas vraiment, parce qu'on savait que M. Fecteau, ce n'était pas dans ses cartons. Nous, depuis le début, c'est un projet qui était entamé par l'ancien conseil. Donc, évidemment, quand un maire arrive en place, c'est un peu normal qu'il revoie les priorités parce qu'il faut comprendre qu'on vit avec un budget. Il avait fait des engagements électoraux. Il faut comprendre aussi que c'est Iberville qui a fait gagner M. Fecteau. Donc, il doit revoir certaines priorités pour essayer de pallier un petit peu aux promesses qui ont été faites de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, on refait nos devoirs, puis chacun des membres du conseil fait la même opération. On a cogné aux portes pendant 3 mois, on a écouté les citoyens et chacun arrive avec sa liste d'épicerie. Chacun des conseillers travaille fort, donc ça prend un porteur d'un dossier comme celui-là. Et le porteur, dans l'ancien conseil, c'était moi, et malheureusement, mais là, il n'y a personne qui a pris la balle au bon. Et là, on parle plus d'un complexe intergénérationnel. Mais moi, en fait, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que dans le fond, est-ce qu'on ne s'entend pas sur l'essence même du projet? Bon, vous, c'est un complexe jeunesse. M. Fecteau parle plus d'un complexe intergénérationnel, mais bon, pas maintenant parce qu'il y a d'autres priorités. Mais au final, c'est la même chose? Au final, c'est la même chose. Je pense que c'est une façon polie de dire qu'il n'y en aura pas. C'est sûr que c'est coûteux. Juste bâtir aujourd'hui avec les normes d'aujourd'hui. Puis si on calcule ce qui a été mis dans les dernières années, on a engagé un coordonnateur, on a eu des subventions, on a démoli le croquet. Ça a coûté une centaine de mille dollars qui est jeté à la poubelle actuellement parce qu'on n'a pas donné suite à ce projet-là. Mais je crois toujours que c'est essentiel d'avoir un complexe jeunesse à Saint-Jean, d'avoir un skatepark, d'avoir un endroit où les jeunes peuvent se retrouver. Mais c'est sûr que ça a un coût, là. Mais initialement, le projet, juste nous le rappeler, parce que, bon, on devait installer ça comme de biais avec le Centre des aînés. C'est en plein ça. Puis de là, l'intergénérationnel pour nous, parce que les bâtiments étaient un en face de l'autre. Donc, je pense qu'il aurait pu avoir une belle façon de faire interagir des jeunes et des plus âgés. Bon, c'est un bâtiment qui aurait abrité différents organismes. On parlait même à un moment donné de la clinique jeunesse du centre de santé qui aurait pu y aller. Bref, ça a été dans les cartes à un moment donné. Écoutez, je vous dirais que s'il n'y a pas de complexe jeunesse aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de cette étape-là. La clinique jeunesse, jusqu'au mois de septembre, s'en venait dans le complexe jeunesse. Et là, nous, ça nous prenait une réponse définitive de la part des gens de l'agence. Puis cette réponse-là n'est pas venue parce qu'eux ont l'obligation d'aller en appel d'offres pour l'allocation d'un local. C'est sûr que nous, on ne pouvait pas offrir une garantie, puis on ne peut pas attendre qu'il y ait faire un appel sur le marché en disant « voici le prix ». On ne peut pas construire puis espérer qu'ils viennent. Si on bâtissait, c'est en fonction de leurs besoins. Puis il y a des coûts, évidemment, au pied carré qui étaient utilisés. Puis on avait même fait des ententes pour mettre le loyer un petit peu moins cher pour avoir vraiment un centre de service pour les jeunes à Saint-Jean. Bon. Votre déception, vous la vivez de quelle façon? De par le fait que vous avez investi beaucoup de temps et d'argent là-dessus, de voir que ça ne se fait pas maintenant? Mais je pense que c'est au niveau des acteurs du milieu. Il y a beaucoup de gens là, qui ont mis de l'huile de bras, qui ont mis du temps, parce qu'il faut comprendre que personne n'était rémunéré pour ça. Chacun prenait un peu de son temps, chacun des organismes concernés, je pense Carrefour Jeunesse Emploi, le Cégep, la commission scolaire, chacun déléguait quelqu'un, prenait un peu de temps pour dire, bien, on y croit, puis on a besoin de ça à Saint-Jean. Puis là, bien, du jour au lendemain, on dit de façon assez unilatérale, bien, il n'y en aura pas, parce que ce n'est pas une priorité du conseil municipal. C'est là ma déception, mais je peux comprendre un conseil municipal d'agir comme ça. Parce que c'est sûr qu'on nos cartons, la campagne s'est faite, il y a eu un gagnant. Au final, ça aurait coûté combien? Pas de 2 millions environ, mais il y avait des subventions du privé. Puis c'est un dossier que je suis un peu triste de voir aller parce qu'il y a eu aussi des petites erreurs. Tu sais, on parle de 10 ans de projet. Ça aurait dû voir le jour avant parce que maintenant, on avait Fabritech comme partenaire, on avait Cambly, on avait voyons, je cherche, qui donnait 500 000, qui participait beaucoup au milieu, qui nous donnait un coup de main, je ne me souviens plus du nom. Mais il y avait beaucoup d'acteurs du privé qui venaient financer le projet. Et ça a tellement été long à voir le jour que ces gens-là, à un moment donné, ont dit, coudonc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est crédible? Parce qu'on attendait, on attendait la clinique jeunesse. On est toujours en attente de... On a vraiment essayé d'avoir un projet pour le milieu, par le milieu, mais je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas de porteur, c'était presque impossible d'avoir un projet comme celui-là. Peut-être que la Ville, dès le départ, aurait dû dire, mais voici le projet, voici le cadre du projet et on va consulter. Mais au départ, on parlait même d'avoir une version plus communautaire avec le complexe jeunesse. Ouais. Mais ça a été long, puis on a beaucoup consulté avec le résultat que c'était très long. Bon, en même temps, ça m'a frappé parce qu'au dernier conseil, il y a des citoyens, puis de mémoire, me demande même si ce n'est pas Carlo Cantave, bon, qui est impliqué dans la Maison des jeunes à Saint-Luc, qui a relancé un peu le maire sur cette question-là en disant, bien, politiquement, en ce moment, il y a quand même 5 conseillers qui émanent de votre équipe. Oui.
Donc, qui était porteur également de cet enjeu, de cet engagement électoral. Il y a 5 membres de l'équipe Fecteau, puis après ça, il y a 2 indépendants, M. Langlois et M. Berthelot qui sont là. Bon, évidemment, le maire est presque majoritaire, si on veut, dans le présent conseil, mais je n'ai pas entendu non plus les 5 membres de l'équipe Vision Legrand nécessairement contester publiquement, j'entends, la décision. Mais comme je vous le disais tantôt, ça prend un porteur. Tu sais, au conseil municipal, moi, j'expliquais, je prenais le temps. Puis là, les gens suivaient un petit peu la directive en disant, mais voici où on en est rendu, puis voici ce qui va se passer. À partir du moment où le porteur s'en va, bien là, c'est plus difficile d'avoir quelqu'un au conseil qui va défendre. Puis comme je vous disais, il y a le jeu du positionnement actuellement qui se passe au conseil. Chacun a ses enjeux. Pour les membres de votre équipe, entre autres. Tout à fait. Puis je les comprends. Là, moi, j'en veux pas à personne de ne pas dire haut et fort, là, on veut un complexe jeunesse, mais je pense que chacun a identifié des priorités dans leur quartier qui sont hautes. Puis je pense que la joute est un peu différente que quand un parti au pouvoir majoritaire, si on avait gagné, bien évidemment, nous, nos cartons étaient là. Puis il y a peut-être des projets qui vont voir le jour puis qui n'auraient pas vu le jour avec notre équipe. C'est sûr que c'est des choix rendus là. Puis on vit avec un budget. C'est la difficulté de faire la politique. On est dans les choix politiques, là. Tout à fait. Puis oui, probablement que si on avait gagné, il y aurait eu le complexe jeunesse. M. Fecteau, depuis le départ, n'est pas un partisan de ce projet-là. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui étais le meneur de ce projet-là? Est-ce qu'on voulait absolument évacuer ou c'est parce que vraiment on pense que ce projet-là n'est pas le bon? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a une autre formule? Mais de dire un complexe intergénérationnel, vous savez, le temps qui a été passé à étudier ce dossier-là, à parler avec les gens du communautaire, je pense que ça a été une belle façon que tout le monde se rassemble alentour d'un projet porteur. Puis, bon, bien là, on arrête du jour au lendemain. Fait que c'est quoi le message qu'on envoie pour les futurs projets jeunesse? Bien, ils verront jamais le jour parce que probablement qu'ils vont toujours être priorisés après d'autres dossiers qui sont peut-être plus vendeurs électoralement parlant. Des villes de même proportion que nous, est-ce que ces villes-là ont quelque chose qui ressemble à un complexe jeunesse? Bien, écoutez, on avait quelques exemples qui m'échappent. Il y avait au moins 3 villes là, qui avaient un programme qui était similaire, qui nommait de façon différente. Nous, c'était le complexe jeunesse, mais il y avait la Maison des jeunes, il y avait différentes formules. Mais la plupart des villes de 70 000 et plus ont un concept jeunesse. Puis vous savez, il y a les maisons des jeunes, mais il y a aussi les complexes jeunesse. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Les maisons des jeunes s'adressent souvent à une clientèle qui est un petit peu plus défavorisée, où on est capable d'encadrer, qu'on aide un petit peu plus, tandis que le complexe jeunesse, c'est le théâtre, c'est l'informatique, c'est d'amener des jeunes dans un endroit intéressant. Bon, esprit de consolation, êtes-vous satisfait de voir au moins que unanimement le nouveau conseil s'est réengagé dans le complexe sportif qui était porté par l'ancien conseil? Puis force d'admettre là, que depuis que la nouvelle administration est arrivée en place, il n'y a pas de grands changements. Si on exclut la partie du complexe jeunesse qui a été mis de côté, pour le reste, le plan de conservation, c'est la même chose. Le plan de développement, c'est la même chose. Tu sais, il y a peu de choses qui sont différentes. Je pense que les décisions qui étaient prises à l'époque étaient les bonnes. Et aujourd'hui, ces gens-là qui arrivent au pouvoir, même s'ils ont beaucoup contesté ces décisions-là, bien, comprennent que c'était des bonnes décisions. Donc, le fait de réitérer la décision du précédent conseil sur le complexe jeunesse, en fait, sur l'emplacement, parce que là, on s'obstinait un peu là, sur l'emplacement, mais finalement, c'est exactement au même endroit. C'est au même endroit. De toute façon, écoutez, ces questions-là, ils ont été tournées d'un bord de l'autre. Qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est les mêmes fonctionnaires qui expliquent, c'est la même façon de voir les choses. C'était l'endroit où aller. Mais vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, on a beau avoir fait une campagne électorale, on voit que les choses ne changent pas tant que ça parce que les décisions étaient les bonnes à l'époque. Est-ce que vous vous ennuyez de la politique? Bien, c'est sûr qu'on s'ennuie toujours un peu de la politique. D'ailleurs, je suis content de l'invitation de ce soir parce que Saint-Jean, c'est une belle ville. Saint-Jean, c'est une ville qui mérite toute l'attention du monde. Puis, vous savez, moi, je ne suis pas ici pour critiquer l'administration qui est en place parce que ces gens-là font des choix. Puis, je sais à quel point c'est difficile de faire des choix. Je vois des gens comme Alain Laplante qui sont là pour critiquer soir après soir, à chaque séance, après chaque séance. Je pense qu'il faut donner la chance à nos élus. La population a décidé, puis les gens font au meilleur de leur connaissance avec des budgets qui sont souvent restreints. C'est pour ça que des dossiers comme le complexe jeunesse ne voient pas le jour parce que c'est une question monétaire, puis c'est une question de priorité. On ne peut pas tout faire dans la vie, là. Les priorités sont différentes d'un individu et d'une équipe à l'autre. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il y a des campagnes électorales. Et bravo, parce que c'est la démocratie qui parle. Puis il y aura d'autres occasions de s'exprimer puis d'avoir de beaux projets comme le complexe jeunesse dans le futur. On l'espère. Certains ont pensé le temps d'une journée, peut-être que vous seriez candidat à l'élection provinciale, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection fédérale? Ah non. Je vous dirais que je vais prendre une petite pause actuellement des élections. J'aime bien ce que je fais. Je retrouve un petit peu une vie qui est un peu plus normale.
Mais je suis encore la politique avec beaucoup d'intérêt. Parce que les élections fédérales, c'est automne 2015 en principe. Il faut vendre des cartes de membres. Vous savez qu'au parti, soit au Parti libéral où la plupart des gens sont déjà à l'œuvre actuellement, je peux vous dire que beaucoup de gens cognent aux portes, entre autres, du Parti libéral. Je pense qu'il y a déjà 5 candidats là, qui sont intéressés à l'investiture. Je peux vous dire que les gens n'ont pas fini de se faire solliciter pour se faire vendre des petites cartes à 5 $. OK, donc vous n'êtes pas là encore. Là. Pas du tout. Stéphane Legrand, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous désirez vous inscrire aux activités offertes par le service des loisirs et des bibliothèques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez que désormais, vous pouvez faire les inscriptions en ligne. C'est sûr qu'il y a des moments dans l'année, hiver, été, automne, printemps, tout ça, vous pouvez vérifier les saisons. Mais même si vous voulez vous renseigner sur les différents programmes d'activité, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville et vous inscrire, évidemment, le moment venu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est le premier et le troisième lundi du mois, on fait la captation vidéo du Conseil. Et avec un conseil, on vous présente des extraits pour l'équivalent de 2 émissions qu'on diffuse les mercredis suivants. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo, câble 9, à ne pas confondre avec le 609. Il y a 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. C'est 8,50 $ par livret. Il y a différents jeux. Et puis, il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes sur le territoire au Richelieu, Rouville, Farnham et toute la portion Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu également. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement. Éric Latour à commercial tvhr9.com et visitez notre site Internet. Nos entrevues se retrouvent en format YouTube. À demain. Bye bye.